À 6h42, Europe 1 vous répond Thomas Soto. C'est donc un cargo de 164 mètres de long, transportant 3600 tonnes de bois et des engins de chantier, qui dérive depuis presque une semaine maintenant dans le golfe de Gascogne. Bonjour Christian Buchet. Bonjour à tous. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de marine et ancien chroniqueur ici à Europe 1. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? On nous dit il y a une chance sur deux pour que ça marche, c'est l'opération de la dernière chance. Mais c'est quoi cette opération de la dernière chance ? Ce qui va être essayé, ce qu'on va tenter de faire, c'est bien sûr de passer à une corde, un cordage approprié entre les deux navires pour essayer de le remorquer. Le remorquer où, ça, après on verra, soit dans un port, soit pour faciliter son échouement. Donc c'est ce qui va être tenté une nouvelle fois. Ça fait 3 jours que les équipes essaient, ce sont les meilleures équipes, notamment toutes les équipes de l'abeille, des abeilles de l'abeille Bourbon. Mais c'est très difficile, je dirais, vous savez, tous les marins le disent toujours, il faut être humble avec la mer. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais hier il y avait des creux de 6 mètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'un navire qui peut le tracter, tout d'un coup peut monter brutalement de 6 mètres, tandis que l'autre peut descendre brutalement de 6 mètres. 12 mètres ça fait 12 mètres. Et quand vous avez une corde au milieu, comme ça a été la première tentative, vu le tonnage qu'il y a de chaque côté, ça provoque bien évidemment le fait que le cordage va se couper, surtout que ce n'était pas le cordage qui servait à tracter, mais un cordage de passage pour justement tirer après le cordage qui lui-même va servir à remorquer le navire. Donc c'était difficile, ou alors c'était vraiment risquer la vie des personnes qui les rendent leur hommage, parce que depuis 15 jours qu'ils se baladent dans une mer déchaînée comme ça, il y a d'ailleurs eu un blessé, je crois qu'il était prudent, le préfet maritime qui a immédiatement réagi, bien réagi, attendez, avec les moyens qui étaient à sa disposition. Qui sont trop faibles ? On n'a pas les moyens de secourir un bateau il faut être comme ça ? très précis. Il y avait jusqu'au 1er septembre 2011, un remorqueur de haute mer, qui est l'abeille Languedoc, qui était basé à La Rochelle, la Palisse, qui aurait donc pu intervenir plus rapidement. Pourquoi ? Parce que le préfet maritime a immédiatement fait partir l'abeille Bourbon, mais elle se trouvait devant Brest, pour faire court. Il a fallu 19 heures à l'abeille Bourbon pour se rendre sur zone. Donc on n'a pas pu agir aussi promptement qu'on aurait pu le faire. Il faut savoir que dans le golfe de Gascogne, tous les grands navires passent par là. Si nous avions eu ce remorqueur de haute mer, on n'en serait peut-être pas là. Donc oui, il faut le dire, aujourd'hui, notre littoral est moins sécurisé qu'il l'était jusqu'au 1er septembre 2011. Plein de politiques, à commencer par Dominique Bussereau, y compris Jean-Yves Le Drian, demandent à ce qu'il y ait ce remorqueur. Ça fait 4 ans que les demandes existent, que tout le monde est d'accord en gros pour dire il en faut un. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une question de plus d'habitude, il n'y a pas de sous, mais c'est une question de volonté politique. Alors on voit que ce bateau dérive très vite. Évidemment, un des enjeux de la journée, ça va être l'état de la mer. Laurent Cabrol, est-ce que ça va souffler fort aujourd'hui ? Écoutez, là, les informations que j'ai, Christian pourra peut-être nous apporter d'autres précisions. C'est-à-dire qu'hier, les hauteurs de vague, disait Christian, étaient de 6 mètres. En ce moment, elles sont de 4 mètres. C'est une information que j'ai à travers une bouée atlantique. Vous savez, les bouées qui sont sur l'Atlantique et qui sont pas loin du bateau. Donc 4 mètres de creux. Et le vent moyen est de 26 km/h. Voilà, moi, j'ai que ces informations à donner. Mais Christian Buchet peut vous dire peut-être si ça peut marcher. Christian Buchet qui fait la grimace. C'est-à-dire qu'on est dans les conditions du premier essai. Bon, depuis, les choses ont été revues à l'intérieur, donc je pense qu'on a plus de chance. Ce qui est positif, c'est que le vent tombe, donc bien sûr, il y a toujours un décalage entre le moment où la houle va cesser par rapport au vent, donc ça va s'améliorer dans les heures qui viennent, mais effectivement, on a peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on répète que c'est la dernière tentative ? Parce que le navire, il est quasiment à proximité des côtes, et il peut dès ce soir, effectivement, s'échouer quelque part. Et justement, si avant, on était à 265 km, on est maintenant à moins de 100. Quels dégâts pourrait-il causer si ce bateau venait à s'échouer sur les côtes landaises, vous demande Chris Prols ? Écoutez, tout dépend si on réussit à bien l'échouer, entre guillemets, c'est-à-dire si on l'échoue doucement, soit parce qu'on l'a remorqué sur du sable. S'il ne se brise pas, c'est sûr qu'on va limiter les choses. Vous savez, il y a déjà eu un cas, pas si vieux d'ailleurs, en janvier 2015, il y a un an, c'était les Britanniques au large de l'île de White, un bâtiment qui faisait à 3 ou 4 mètres près le même acabit, ils l'ont échoué. Là, c'était des voitures de collection qu'il y avait à bord, ils ont sorti les voitures de collection, il s'est redressé tout seul, on a un peu creusé, et profitant du marnage, c'est-à-dire de l'amplitude de marée, il est reparti gentiment. Mais pourquoi il se redresse pas naturellement ce bateau ? Comment voulez-vous ? C'est le principe de la flottaison normalement. Attendez, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Mais il flotte bien, comme ça pour flotter, il flotte bien. Hein. Non, ce qui s'est passé, c'est que vous avez 3600 tonnes de produits qui ont été à l'évidence mal attachés, à moins que les câbles aient lâché. Donc tout s'est trouvé transbordé de l'autre côté. Tout le poids est du même côté, bien sûr. En fait. D'accord. Donc vous pouvez rien faire. Pourquoi ne pas l'avoir coulé alors qu'il était encore loin des côtes, vous demande Philippe Vercruisen. Il y a déjà suffisamment de bateaux et d'épaves, de bombes à retardement sur la mer, parce qu'on pourrait parler de tous les conteneurs. Vous savez, là on parle, c'est une question d'arrimage, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a un nombre de conteneurs qui tombent en permanence à la mer. Lorsqu'il y a une tempête, c'est souvent 350 boîtes par jour qui tombent dans une zone précise. Ça, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'image, la plupart coulent au fond.
c'est le meilleur des cas. Dans certains cas, ils sont à fleur d'eau et c'est très dangereux pour les pêcheurs, pour la navigation. Regardez toutes les grandes courses au large, le nombre de fois où des skippers s'éventrent sur ce genre de choses. Donc oui, aujourd'hui, il faut le savoir, sous le rideau bleu de la mer, il y a plein de bombes à retardement. C'est pas tant ce navire qui poserait problème, mais vous avez plein de navires qui remontent à la Seconde Guerre mondiale dans les années suivantes, dont les réservoirs, je dirais, sont totalement corrodés sous l'effet de l'eau de mer et qui aujourd'hui relâchent des pollutions. C'est ce qu'on appelle pudiquement des pollutions orphelines. Il y en a plein. Là, c'est pas un pétrolier, en l'occurrence, il transporte quand même 300 tonnes de fuel. C'est de nature à provoquer une pollution majeure ou c'est résiduel? Non, ça reste résiduel. Par rapport à un surtout... dégazage, par exemple? Non, c'est résiduel. Les dégazages, c'est 12 fois plus important au niveau mondial, si vous voulez, que les marées noires. Les marées noires, c'est aujourd'hui 150 000 tonnes de fuel déversées annuellement. Les dégazages, c'est 1,8 million de tonnes. Donc c'est évident que toutes les mesures sont prises. Si il devait y avoir perforation des réservoirs, c'est évident que le Polmar va être déclenché et je dirais ça va être très limité. Mais très honnêtement, Monsieur Soto, heureusement qu'il s'agisse d'un navire qui porte du bois. Si ça avait été un pétrolier, on serait probablement dans le même cas de figure. Et le là, Prestige en Galice, c'était en 2002, je crois, c'est ça, 77 000 là, tonnes. ça serait 77 000 tonnes. Ouais. Donc là, on serait dans un autre cas de figure. C'est pour ça qu'il est vraiment impératif de remettre les moyens qui existaient jusqu'en septembre 2011. D'ailleurs, des préfets maritimes ont fait des demandes officielles par des courriers officiels allant en ce sens. Ce bateau, il s'appelle le Modern Express. Est-ce qu'il porte bien son nom ou est-ce que c'est encore une de ces ruines flottantes qui parcourent les océans de la planète? Il est costaud le bateau, dites donc. Quand vous prenez quasiment 3600 divisé par 2, 1800 tonnes tout d'un coup qui chamaillent, qui se fracassent contre la paroi et la paroi n'est même pas défoncée. Non, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup à dire probablement sur les modalités d'arrimage, c'est-à-dire d'attachement de la cargaison à bord. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de ce navire, c'est le cas de la plupart des conteneurs. Il faut reconnaître qu'on n'aime pas beaucoup parler du fait que les conteneurs soient mal attachés et pourtant c'est vraiment un danger majeur. On l'évoquait tout à l'heure, mais on ne sait même pas. On devrait savoir, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans ces conteneurs. Mais et là, souvent, il y a des matières dangereuses. On ne sait pas si pour ce si, bateau-là. Si, là, c'est facile, il n'y a que du bois, que des machines-outils. Il n'y a pas de zone conteneurs, c'est plus compliqué. Une question de Bernard sur Europe1.fr qui vous a entendu dire qu'un homme avait été blessé lors de ses premières opérations de secours. Ce sont des opérations qui sont dangereuses pour ceux qui les mènent et en quoi, demande-t-il? Là, quand vous voyez les photos du bateau, c'est-à-dire qu'il est sur le flanc, ça consiste d'abord pour arriver à l'endroit, il faudra faire passer les câbles, à faire un mur d'escalade. Sauf que ce mur d'escalade, il s'opère en 3 dimensions. Le bateau, il a du roulis, donc il va de gauche à droite, il va de haut en bas. Je suggère, pour avoir une comparaison, c'est comme si vous faisiez un mur d'escalade que vous mettez sur la grande roue, vous voyez, qui tourne en même temps. Donc il faut bien mesurer et rendons hommage, je dirais, à toute l'équipe qui gère ça avec beaucoup de professionnalisme depuis le départ, mais donnons-leur les moyens. Vous nous disiez, il peut s'échouer dès ce soir. L'échouage sur les côtes, ça serait quelque chose de brutal. On arriverait quand même là à le ralentir un peu quand il y a moins de fond. Si jamais il était pris en remorque, on pourrait limiter. Le problème, c'est que vu qu'il est sur le flanc, on peut difficilement faire monter des gens à bord. Dans le cas du navire que je citais tout à l'heure, il y avait des personnes qui étaient à bord qui ont pu faire jouer les ancres, parce qu'on peut lancer des ancres à un moment donné. Là, ça sera plus difficile. Donc, espérons qu'on puisse retarder, qu'on puisse faire un échouage de jour. Ça sera beaucoup plus facile. Heureusement qu'il est dans une zone qui n'est pas très accidentée, où nous avons des fonds sableux. L'idée, c'est d'éviter des hauts fonds, c'est-à-dire des rochers qui sont à fleur d'eau. Tout ça va se jouer en tout cas dans les heures qui suivent. Merci Christian Buchet d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre noir de la mer publié aux éditions du Moment. Passionnant pour savoir toutes les horreurs qu'on trouve au fond des océans. Le livre noir de la mer. Chimiques notamment, qui sont plus dangereuses que ce qu'on entend là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.